Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Milliards de vies disparaîtraient en un instant. Et je mènerai ce qui resterait de l'espèce humaine à la victoire finale. Pas un jour désormais sans que la Corée du Nord ne lance de nouvelles menaces à l'encontre de son voisin du Sud. Pyongyang annonce cette fois entrer en guerre contre Séoul et brandit la menace d'un conflit nucléaire. Des menaces prises au sérieux par Washington. La Corée du Sud minimise. Mariam Pirzadeh. C'est presque devenu une habitude, la télévision nord-coréenne menaçant son voisin du Sud. Mais ce samedi, le présentateur annonce que la Corée du Nord est en état de guerre avec Séoul. La situation prévalant de longue date selon laquelle la péninsule coréenne n'est ni en guerre ni en paix est terminée. Techniquement, les deux Corées sont toujours en conflit, car la guerre de Corée qui a duré de 1950 à 1953 s'est terminée par un armistice et non par un traité de paix, un cessez-le-feu annulé par Pyongyang au début du mois. En cause, les dernières sanctions de l'ONU sur le régime nord-coréen et le survol du territoire sud-coréen par 2 bombardiers américains, un entraînement annoncé publiquement par les États-Unis et la Corée du Sud. Nos récents exercices militaires et le déploiement de bombardiers américains stratégiques étaient de nature défensive, contre les possibles provocations de la Corée du Nord. La Russie, elle, s'est montrée particulièrement inquiète. Moscou appelle désormais les deux Corées à une retenue maximale. Nous sommes alarmés. Des actions unilatérales sont actuellement prises par la Corée du Nord qui intensifie son activité militaire. Si nous laissons la situation hors de tout contrôle, nous serons entraînés dans une spirale infernale. Des menaces prises au sérieux également par Washington. Monsieur ? J'y vais? Non. C'est à moi de le faire.
À l'origine de l'escalade, le survol hier par 2 bombardiers furtifs de l'US Air Force du territoire sud-coréen vécu comme une nouvelle provocation par Pyongyang. Dans la nuit, le numéro 1, Kim Jong-un, a convoqué son état-major et fait placer des unités de fusée en état d'alerte en direction des bases américaines en Corée du Sud et dans le Pacifique. Après la guerre nucléaire, vous mènerez tous les deux... La guerre nucléaire? La guerre peut être évitée. On peut l'empêcher. Le délai est insuffisant. Les premières séquences de lancement seront engagées à 18h18. Quoi? Ce soir? Affirmatif. John, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le jugement dernier. La fin du monde. C'est aujourd'hui, dans 3 heures. 2h53. Nous devons continuer. Cette fois, c'est dit et clairement dit, la Corée du Nord est en état de guerre avec la Corée du Sud. Kim Jong-un, qui ces derniers temps multiplie les menaces, a franchi une étape supplémentaire. Cette dernière saillie verbale du dictateur nord-coréen ne semble pour l'instant pas affoler Séoul, habitué à la rhétorique du régime communiste. Le mythe du guerrier Kim Jong-un part sur de bien mauvaises bases, comme nous l'explique Franck Dur. Tel un rituel immuable, c'est via la télévision nationale que les dirigeants de Corée du Nord ont annoncé la nouvelle. À partir de maintenant, les relations entre les deux Corées entrent en état de guerre et toutes les questions seront traitées selon un protocole de temps de guerre. La situation selon laquelle la péninsule n'est ni en guerre ni en paix est terminée. L'annonce de Pyongyang est la dernière en date d'une série de menaces venues du Nord. À l'appui de cette rhétorique guerrière, ces images des gardes rouges nord-coréens. Kim Jong-un aurait ordonné à l'armée de se tenir prête à opérer des frappes de missiles. Cette nouvelle escalade a été déclenchée par des manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis. Séoul a décidé de ne pas céder à la panique. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé prendre ces mesures au sérieux, même si la Corée du Nord est une habituée de ce genre de provocation et a récemment encore menacé de frapper les bases américaines. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé prendre ces menaces au sérieux, même si la Corée du Nord est une habituée de ce genre de provocation et a récemment encore menacé de frapper les bases américaines. Sur l'île sud-coréenne de Yongpyong, à 12 km à peine des côtes nord-coréennes, les habitants en revanche sont inquiets. Si le Nord joue à nouveau la provocation comme en 2010, j'ai peur qu'on ait une vraie guerre. Je ne pense pas que le Nord soit intrépide. Le problème, c'est qu'il est imprévisible. En 2010, l'artillerie nord-coréenne avait envoyé une pluie d'obus sur l'île de Yongpyong, causant la mort de 4 personnes. Le Sud avait riposté. Un conflit armé avait pu être évité de justesse. Pour l'instant, le complexe industriel de Kaesong, une zone de coopération économique et industrielle entre les deux Corées, est toujours ouvert, mais Pyongyang a menacé de le fermer en cas de nouvelle atteinte à la dignité de la Corée du Nord. L'attaque a commencé à 18h18, exactement comme il l'avait prédit. Le jugement dernier. Le jour où l'espèce humaine a été presque totalement anéantie par les armes qu'elle avait créées pour se protéger. J'aurais dû comprendre que notre destin n'avait jamais été d'empêcher le jugement dernier. C'était seulement d'y survivre. Ensemble. J'ai vu des vagues dans le sol s'approcher de moi. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. C'était une explosion souterraine. C'était incroyable de voir ces grands cercles de terrain s'enfoncer. En pleine guerre froide, les États-Unis craignent que le programme à l'origine de la création de la zone 51, celui de l'U-2, ne soit à portée des missiles soviétiques. Et puis, dernier élément qui requiert un changement d'échelle pour bien comprendre. Le gouvernement polonais a accepté d'accueillir des éléments du système défensif américain dit bouclier antimissile. Cette initiative prévoit entre autres l'installation dès 2018 sur le territoire polonais de missiles intercepteurs pouvant contrer toute attaque de missiles venant d'États proliférants, au premier rang desquels se trouve l'Iran. Cet homme au bord de la crise de nerfs vient d'être arrêté par la police canadienne. C'est un délinquant d'un genre nouveau. Il est accusé d'avoir trafiqué de l'équipement industriel à destination de l'Iran et de ses centrales nucléaires.
Vous êtes sous le coup d'une enquête fédérale pour une infraction à la loi des Nations Unies sur les sanctions iraniennes, ainsi qu'une infraction à la loi sur la prolifération nucléaire. La quoi? La loi sur le contrôle de la prolifération nucléaire. Cet homme, Mahmoud Yadegari, est un des petits soldats, un parmi des centaines d'autres, d'une guerre secrète qui oppose l'Iran à l'Occident. La bombe atomique, voilà l'enjeu de cette guerre. Et l'un de ces champs de bataille est au cœur du complexe nucléaire souterrain de Natanz, en plein cœur de la République islamique d'Iran. Sandman, fire. Si je dois faire un stage chez les Palestiniens pour m'entraîner, j'irai. Si Perfit ne fait rien, je lui déclenche une violence comme il n'en a jamais vu en France. Je serai pire que la bande à Bader. Je suis un spécialiste de la nitroglycérine. Qu'il ne me pousse pas. Bienvenue dans le plus grand stade du monde, le stade Kim Il-sung. 150 000 places assises et surtout 25 000 enfants pixels. Des enfants dressés depuis 6 mois pour un spectacle unique au monde. Une heure et demie de chorégraphie millimétrée, plus de 100 000 danseurs et un seul but, vanter les mérites et l'histoire du système socialiste. Tout est passé en revue. La puissance de l'armée, bien sûr. La productivité des fermes collectives. Sans oublier la beauté des enfants nord-coréens. Coincé entre une Chine de plus en plus capitaliste et la Corée du Sud, allié inconditionnel de l'Amérique, aujourd'hui, la Corée du Nord est le dernier régime stalinien au monde. Et le pays se sent seul. Considéré comme un endroit sacré pour le peuple coréen et aussi pour les étrangers qui viennent visiter notre pays. D'accord, c'est pour ça qu'on achète les fleurs.
10 € le bouquet, ça fait cher quand même. Faudrait pas me prendre pour un touriste. Ouais, c'était rapide. Oui. 50 ans de pouvoir sans partage et surtout un culte de la personnalité à faire passer Staline pour un timide. Kim Il-sung, c'est le père du socialisme coréen. Kim Il-sung disparu, c'est son fils Kim Jong-il qui a repris les rênes du parti. En Corée, impossible d'échapper à leur regard. Ils sont célébrés partout, acclamés par tous. Et en termes de propagande, le fils n'a rien à envier au père. Bienvenue au parc d'attractions de Pyongyang. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kim Il-sung, le président défunt. Et toute l'élite de la capitale est invitée à s'amuser. Et là, donc ça marche pas aujourd'hui, c'est ça? C'est un peu... Vous connaissez la 4e dimension? Non, la 4e dimension, c'est un peu comme ça. Vous en êtes? Ouais, on va faire le bateau. On y va ensemble. On vient ici avec des femmes, avec des jeunes filles. Ouais. On dit pour blaguer, quoi, présenter. Parce que tu as plusieurs pilotes, parce que souvent les filles, je crois, elles pissent souvent quand elles jouent avec les bateaux. Ah oui, elles pissent? Ouais. Ah oui, d'accord. Parce que ça fait un sentiment un peu bizarre quand on descend, tu vois. Ah, quand on descend, ouais. Ah bah, je vais éviter de me faire pipi dessus. Ouais. Ces jeunes garçons sont tous fils, petits-fils ou arrière-petits-fils des martyrs de la nation. Morts pour le parti, leurs enfants sont traités en héros. Pourquoi est-ce que moi, tout ce que je vois ici quand je viens en Corée du Nord, c'est des gens qui vivent et qui s'amusent, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il y a une aussi mauvaise réputation? Je comprends pas, moi. Non, mais c'est vrai. Regardez, quand moi je dis je vais en Corée du Nord, tout le monde dit oh mon Dieu, c'est terrible. Pourquoi il y a ça? C'est parce que c'est la faute de la propagande des Américains. C'est la propagande des Américains, ouais. C'est parce que nous sommes toujours contraints des Américains. C'est qu'ils ne sont pas contents de nous. Il faut ce qu'ils veulent faire, c'est de la réputation plus mauvaise contre la République. Contre la République, ouais. Ah, c'est fini. Oula. Ça va? Ça va. Je ne sens pas tellement bien. Ah, ils sont pas très bien. Bon, on va arrêter alors. Bon voilà, une première. Le communisme, c'est aussi marrant. C'est moins marrant pour les gens qui sont dans les goulags. Mais sinon, c'est top. Hein? Il faut que je souris parce que je suis obligé. C'est bien, ça date de quelle époque? C'est les années 70 ça, non? Non, 90. 80. Bon écoutez, il n'y a rien de plus dangereux que de prendre une montagne russe qui date des années 80 en Corée du Nord. Et pour vous, nous allons le faire, hein Gaël? Pas de fois. Regarde là, il y a la liste des prix. Et je veux dire, combien il faut payer, combien les garçons doivent payer pour jouer? C'est quoi, c'est 5 C'est presque gratuit. C'est presque gratuit. Mais c'est pas gratuit non plus. Pas tellement cher. Pas tellement cher, d'accord. C'est pas toujours gratuit. Mais le socialisme, c'est gratuit normalement, si tout le monde est égal, non? Non, c'est pas le cas. Ça, c'est le communisme. Ça, c'est le communisme, hein, d'accord. Oh, d'accord. J'ai pas compris. Avant, c'était communiste, maintenant, c'est socialiste? J'ai pas compris. Non.
C'est quoi la transition? Il faudra, après la victoire finale du socialisme, commence la construction du communisme. Ah d'accord. Donc là on est encore Encore, c'est quoi on va maintenant vers la victoire finale du socialisme. Ah d'accord, donc quand il y aura le communisme, tout ça ce sera gratuit. Oui. Ah d'accord. Bon ouais, très bien. On va où maintenant? L'hôtel Yankakdo. 5 étoiles nord-coréennes avec des chambres sur écoute, construit sur une île pour éviter tout contact avec la population locale. Des étages entièrement vides, on se croirait dans Shining. Et plein de loisirs pour le touriste de passage. Et pour ceux qui n'aiment pas le sport, il y a le karaoké, avec une seule chanson française à choisir parmi les tubes chinois. Alors là, regardez, venez voir, je vais vous montrer. Quand on regarde les façades, elles sont toutes peintes, toutes jolies. Et puis quand on regarde à l'intérieur des cours, c'est moins beau. C'est comme ça pour tout. À chaque fois qu'on nous montre un truc, ça a l'air joli. Et derrière, c'est pas vrai. Du haut d'une des tours, c'est encore plus facile de percer le secret de la mise en scène. Avec l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991, la Corée du Nord a perdu son plus important bailleur de fonds. Alors, derrière ces façades fraîchement ravalées, se cache les taudis, où vit la population de Pyongyang. Il y a 20 ans, ces images de pauvreté étaient rares. Avec les milliards de roubles d'aide soviétique, la Corée du Nord vivait encore le rêve socialiste. Aujourd'hui, un peu partout dans la ville, on cultive la moindre parcelle de terre. Au pied de ces immeubles décrépits, nous sommes à des années-lumière du spectacle grandiose du stade Kim Il-sung. Pour me prouver le contraire, mes guides m'entraînent au paradis des consommateurs. Vous n'avez pas le droit de filmer ici. On peut pas filmer le supermarché? Pourquoi pas là? On peut pas filmer. Brusquement, le supermarché est plongé dans le noir. Pas pour nous empêcher de filmer, mais seulement à cause d'une des dizaines de coupures de courant qui rythment les journées des Nord-Coréens. Mais là, on est dans un supermarché qui est clairement réservé à l'élite, parce que même si on est dans le noir, ici on trouve quand même ça, personne, les pistaches à gogo, les canettes américaines, ça c'est Del Monte, ça c'est un produit américain, Fresh Cut c'est marqué. Donc là on est clairement dans un endroit où seulement le... Tenez, venez voir, on va voir ce qu'on peut trouver. Ah, regarde. Aïe, aïe. C'est quoi ça? Ça c'est du 7-Up, c'est bon. Un petit caddie moi aussi. On va prendre que des choses américaines. Bon voilà, il n'y a pas d'électricité mais il y a tout ce qu'il faut pour manger si on a l'argent ici. Ah, et puis ici tout se règle et tout se paye en dollars ou en euros. Il n'y a pas d'embargo sur le dollar en Corée.
Avec la lumière, maintenant, j'ai même trouvé des Oreos. C'est super bon, ça. C'est de quel pays? C'est américain. Journée off aujourd'hui. Rien à faire, et enfin seul. Enfin, presque. Je me souviens avoir entendu Jean-Paul II dire que le communisme était injuste et totalitaire. Alors quand j'ai su qu'il y avait 3 églises catholiques à Pyongyang, je n'ai pas pu résister. Apparemment cette semaine, on a réussi à perdre notre guide. Ils n'ont pas osé rentrer dans l'église. Alors je ne sais pas qui sont les catholiques qui viennent ici. 여기 모인 모든 이에게 강포가 소서. Et donc c'était une messe express, hein. 20 minutes, pas d'hostie, et hop, c'est fini. On va aller voir si on peut parler. 안녕하십니까? Bonjour, je suis français. En fait, aucun prêtre n'est ordonné en Corée du Nord. Ce sont des membres du parti qui encadrent les croyants. Ah, d'accord. Ah, attendez. Oui, elle parle français. Parce que moi, on m'a toujours dit que dans les pays socialistes, il n'y avait pas de religion, de choses comme ça. Est-ce que c'est difficile d'être catholique ici ou pas? Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'un pays est socialiste qu'on subit des pressions si on est croyant. Il est écrit dans notre Constitution que tout individu est libre de croire en Dieu, en n'importe quel Dieu. Ça, c'est la propagande qui fait croire le contraire. Vous êtes membre du parti et ils peuvent être catholiques en même temps, c'est ça? Si on est croyant, on est pour l'amour, la justice et la paix. Et justement, ici, notre société est composée de ces éléments. Alors, pourquoi se rebellerait-on contre le gouvernement? Ce serait mal pensé. Au contraire, être un vrai croyant ici, c'est être patriote et aimer son pays. Pourquoi vous prenez des photos? Ah, parce que... Ok, bon, on va y aller.
Changement de décor, direction la campagne. En fait, à part, il n'y a pas de station essence dans la campagne. Ouais, je crois que c'est comme ça en fait. Et là, l'essence qu'il y a là, c'est on prend notre propre essence. Justement, comme vous voyez autour de vous, il n'y a aucune voiture, donc il n'y a aucune station essence. Enfin, moi, j'en ai jamais vu encore en Corée du Nord depuis que je suis là. Il est allé quelque part pour faire le plein avant de partir de Pyongyang. Et maintenant, je sais pas ce qu'il veut. Oh, c'est beau là. On peut pas s'arrêter ici? Impossible de s'arrêter en route. Ici, l'improvisation est interdite. On doit suivre le programme à la lettre. Et la prochaine étape est juste derrière ces murs. Un hôtel gardé par un soldat en armes. On va à l'hôtel là? Ouais, c'est l'hôtel. À première vue, on se demande bien pour qui ont pu être construits ces chalets. Pour trouver, il suffit de s'intéresser d'un peu plus près à la déco. Ah, c'est ma chambre. On est bien loin de Vanity Fair. Super. Regarde-moi tout. Headshot. Alors, ici on est vraiment dans la plus pure tradition soviétique, quoi. On le voit avec les couvre-lits verts comme ça, avec les petites fleurs et tout ça. Tous les murs en bois laqué, c'est très très russe. Et bon, bien sûr les chaises. Et là les petites dentelles. On se croirait à Sochi, qui était le lieu de villégiature de Staline dans les années 30, 40 et 50. Bon, c'est un peu spartiate, mais il y a quand même un jacuzzi, donc c'est cool. Et puis alors, bon, il y a un truc qui est absolument pas soviétique ici, c'est ça, regardez. American Standard. C'est sûr que c'est pas n'importe qui peut venir se payer des vacances. On a des chiottes américaines, quoi. C'est l'heure du dîner, pas de station-service, mais on cuisine à l'essence. Bon, comme personne n'explique rien ici, je vais vous le dire, il y a 10 kilos de coquillages, et donc voilà, et donc apparemment c'est une tradition ici, on est dans un espèce de on est dans... C'est quoi ici exactement? C'est un endroit pour le politburo ou quoi? Non, c'était pour prendre du repos quoi. Oui, mais c'est pas des Coréens normaux, ils viennent pas ici. Si? Des Coréens normaux, ils viennent ici. Ouais, c'est écrit à la réception. Hein. C'est écrit Coréens normaux, bienvenue. Ouais, mais il faut payer en euros. Hein. Ah oui, d'accord, donc mais pas tous les Coréens ont des euros. Ouais, hein. il y a. C'est pour ça il y a dans un autre endroit, il y a encore ce genre de bâtiment où on peut faire pour les Normands quoi. Ah oui, d'accord, mais c'est moins joli que ça quand même. Ouais. Choupé. Choupé. Ouais. Ah, c'est fort, n'est-ce pas? Ah non, mais c'est bon, ouais. C'est fort, c'est bon. Bon, allez, on y va. On mange? 이럽쇼. 아니 근데 그 뜯지 못하지 그러니까 이게. 힘살이니까 사람들이 그냥 안 먹는다 말이야. Alors? 말이 먼저. Super bon. Super bon. Petit goût d'essence. Hein? Et ça coûte combien ça coûte combien pour les Coréens ici les chambres? 10 euros. 10 euros? Ah ouais. Alors, le salaire moyen c'est combien en Corée? Attends, ça dépasse plus de 100 euros. Quoi? Le salaire moyen des Coréens c'est 100 euros? Oui. Mais au contraire, il y a des impôts, n'est-ce pas? Mais jamais il n'y a aucun impôt. C'est un bénéfice du régime. Mais un paysan qu'on voit dehors, il touche combien? Il touche 100 euros lui?
Ils travaillent à la fin de l'année. Ils reçoivent des matières, des nourritures, du riz ou du maïs, etc. Ils ne sont pas payés en salaire. Ils sont payés en matière première. Oui, en matière première. Donc ils n'ont pas vraiment de salaire. Les paysans n'ont pas vraiment de salaire. C'est un interview ou bien c'est un repas? Non, c'est un repas, on va avec des chambres. Rares sont les images de la campagne. Voici à quoi elle ressemble. Ici, depuis la fin de l'aide soviétique, on est revenu 100 ans en arrière. Les paysans travaillent sans engrais ni tracteur, à la main, avec des charrues tirées par des bœufs. Parfois, on se croirait au Moyen-Âge. En 1999, le pays a même frôlé la catastrophe. La famine a tué plus de 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Aujourd'hui, grâce à l'aide internationale, la situation s'est un peu améliorée. Alors bien sûr, pour ne pas ternir l'image du socialisme triomphant, mes guides me trouvent la famille modèle dans la coopérative la plus moderne du pays. Ça, c'est leur propre potager, ça? C'est la carte de la famille. Le cher leader Kim Jong-il a visité cette maison. Voici le père de famille. De le mettre. Et je lui ai demandé, ils ont mis combien de temps pour tout ranger ici, tout nettoyer? Parce que j'ai jamais vu un endroit aussi propre qu'ici. Hein. Vous pouvez lui demander combien de temps? Ils étaient au courant de notre visite, non, aujourd'hui? Non, ils n'étaient pas au courant. Ah donc, on les dérange peut-être? Ah donc c'est par pure coïncidence? Ne racontez pas de salade, il était au courant bien sûr. Ok. Bon merci, on va aller découvrir d'autres choses. Hein? Allons-y. Il ne me croit jamais. Il dit qu'il n'a jamais vu de maison si propre et il dit qu'on avertit tous les gens de notre visite. Il voudrait aller visiter une autre maison. C'est possible? Oh, ce n'est pas la peine. Ici, toutes les maisons se ressemblent. Et elles sont toutes aussi propres. La visite continue et j'en profite pour parler d'un sujet tabou, la famine. Nous avons survécu grâce à notre volonté. Une volonté de faire. Ce que nous avons vécu, je ne peux même pas vous le faire comprendre. Il fallait survivre et c'est cette détermination qui nous a permis de vaincre la famine. Quelques pas plus loin, je croise la preuve que la famine a laissé des traces dans les esprits. Un rare geste d'humeur dans un monde bien huilé qu'on s'empresse aussitôt de m'expliquer. On mangeait des racines de pousses de riz. Il n'y avait plus aucun produit alimentaire, rien. On arrachait des écorces d'arbres et on mangeait de l'herbe. C'est comme ça qu'on a survécu à l'embargo américain. Alors tout à l'heure, quand vous filmiez, ce type qui vous a frappé, c'est parce qu'il croyait que vous étiez américain. En fait, c'est surtout 2 années de terribles inondations et une politique agricole complètement dépassée qui a conduit le pays au bord du gouffre. Alors, pour changer l'ordinaire des 22 millions de Coréens et leur trouver un apport en protéines, dernièrement, Kim Jong-il a pensé aux autruches. Oh, la bête. J'ai donc droit, bien sûr, à une visite de la ferme expérimentale. C'est mal, c'est un peu fâché, c'est-à-dire c'est quoi, un peu touché. Ouais. Alors ça, on peut voir ça sortir, c'est le testicule d'Autriche de plus de 37 cm. 37 cm de testicule. Et puis il s'approche de quoi,
de la femelle, et ils font la liaison. Ah oui, alors, ça dure 50 secondes. Ouais. Et pour les oiseaux, c'est le premier. Mais moi, ce qui me surprend, à chaque fois qu'on visite quelque chose, vous avez toujours tous les centimètres de tout, quoi. vous mesurez tout dans ce pays. Alors ici, comment ça se passe parce qu'on parlait de sexe, donc j'en profite. Hein. Est-ce qu'il y a de l'homosexualité ici en Corée ou pas? Oui, il y en a, bien sûr. Ah oui, il y en a, oui. Ah, d'accord. Mais c'est autorisé ou c'est pas... Non, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé, oui, d'accord. Homosexuel. C'est quoi? Un homosexuel? Homosexuel. Oh, d'accord. Ensuite, il y a bisexuel aussi. Bisexuel. C'est qui fait les hommes et les femmes. Pardon? Oui, bisexuel, c'est un homme ou une femme qui couche avec soit des femmes, si c'est une femme, elle couche avec une femme et un homme, soit c'est un homme, il couche avec un homme et une femme en même temps. On ne sait même pas le mot. On ne sait même pas le mot. Et le sida alors, est-ce qu'il y a du sida ou pas? Non, chez nous, il n'y a aucun sida. Il n'y a aucun sida? C'est sérieusement contrôlé, c'est contre le sida. Comment vous avez fait pour arriver, parce que tous les autres pays du monde ont le sida, et comment vous avez fait? On contrôle sérieusement, c'est le sang, et puis on contrôle souvent, c'est les femmes. Ouais. Et est-ce que tout le monde est contrôlé dans le pays, ou que ceux qui ont un rapport avec les étrangers? Tout le monde sont contrôlés, mais pour nous, c'est plus sérieux. Par exemple, nous passons au contrôle, c'est une fois pour tous les 3 mois. Ouais. Mais les autres, c'est une fois par an. Une fois par an, d'accord. Ah oui, donc il y a un dépistage du sida obligatoire alors. D'accord. Est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui se passe si on a le sida alors? S'il y a un contrôle positif, qu'est-ce qui se passe? Juste aujourd'hui, on n'a pas vu ici, on n'a pas aperçu ici les malades de sida. Pourquoi je ne sais pas, c'est le résultat. D'accord. Je savais pas qu'on pouvait apprendre autant de choses en allant nourrir des autruches. Retour en ville. En Corée du Nord, c'est simple. Le parti pense à tout, même au réveil matin. Depuis ma chambre d'hôtel, personne ne sait que je filme. En bas sur la place, 3 enfants, comme on ne m'en a jamais présenté. Ce n'est pas un jeu de piste. Il grappille quelques brindilles de bois tombés des camions. Les plus pauvres en Corée n'ont que ça pour se chauffer. Quelques minutes plus tard, un autre groupe arrive. Des enfants en habits propres, avec l'insigne du parti à la boutonnière et des jouets neufs à la main. Il semblerait qu'on m'ait caché qu'au pays du socialisme, certains sont plus égaux que d'autres. À quelle heure ça commence? 8 heures. Et vous dansez? Oui. J'aime danser. Alors, tout le monde en Corée du Nord est uni dans un même parti, c'est bien ça? Oui.
Je suis membre du parti aussi. Mais tout le monde est membre du parti, non? Non. Que l'élite. Que l'élite peut en devenir membre. Mais alors, comment on devient membre du parti? Comment on fait? Tout d'abord, les candidats qui veulent entrer au parti doivent obéir aux règles. Les règles du parti. Ah, donc si on est loyal au parti, on fait partie de l'élite. Loyal au pays et à son peuple. Ce soir, toutes les filles sont belles. Elles sont gracieuses. Et toutes sont membres du parti. Il y a combien de types de danse répertoriés en fait? Je suis pas sûr, mais il y en a 5 ou 7. 5 ou 7 ouais. Et alors, tout le monde danse comme ça en Corée? Il n'y a pas des gens, on est obligé de danser dans cette façon, pas de type de danse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Et donc, si le rap, vous dansez pas rap, si rock'n'roll non plus, vous connaissez? Vous connaissez pas le rock'n'roll? La valse? Je crois qu'il y en a il y a 4 personnes qui sont c'est-à-dire des spécialistes de danse qui connaissent un peu. Et vous avez appris à danser aussi comme ça ou pas? Mais je sais pas trop la danse. Ah, les deux jeunes là? Ouais. Oui, elles sont belles. Ok, ça va. Tout ce que bien. Comme vrai, tout dans ce pays, tout est chorégraphié, quoi. Tout est millimétré. Il n'y a absolument aucune place pour l'improvisation. C'est pas grave. Mais celle qui mène vraiment le bal en Corée du Nord, c'est l'armée. Elle est partout. Premier employeur du pays, premier fournisseur, premier acheteur, elle détient tous les records. Kim Jong-il, comme son père, en a fait la base de son pouvoir. Et pour maintenir une armée d'1,5 million de soldats, il faut un danger à la hauteur. Alors, direction Kaesong, à la frontière avec la Corée du Sud, pour se frotter à cet ennemi redoutable. Bon, voilà, on s'approche de la zone démilitarisée, qui est la frontière entre le nord et le sud. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est marqué sur le panneau en coréen, mais Séoul n'est qu'à 70 km d'ici. C'est hallucinant. Dans 1 heure de voiture, on y est. Bienvenue dans la zone démilitarisée. Mon escorte, c'est le lieutenant Kim. Vous avez de la chance, il fait beau aujourd'hui. La tension entre nous et les Américains est toujours très vive ici. On ne sait pas dans quel moment on peut faire la guerre, quoi. On peut se battre, quoi. Donc ça veut dire que d'un instant à l'autre, on va envahir? Non, je crois pas. Ça a l'air tellement calme. C'est très rare que vous soyez escorté par des soldats en armes. Ah d'accord. Ah oui, donc on a des soldats avec nous pour nous protéger, c'est Voilà, ça? c'est ça. La frontière entre les deux Corées est infranchissable, sauf ici.
où les soldats sud-coréens sont à moins de 10 mètres des soldats nord-coréens. Deux armées qui se détestent mais se font face. Presque 2 millions de soldats, dont 40 000 Américains, prêts à en découdre. En face, c'est la Corée du Sud. Ici, nous sommes en Corée du Nord. C'est aussi simple que ça. Il y a des bâtiments, et la moitié des bâtiments, coupés en deux, c'est la frontière entre le Nord et le Sud. Et en fait, on voit des soldats nord-coréens qui nous font face. Et en face, il y a des soldats sud-coréens et des soldats américains. Et c'est comme ça depuis 1953. Depuis 1953, c'est comme ça, c'est un statu quo. Cette salle est uniquement utilisée pour des réunions entre les deux camps. Voici, c'est la ligne de démarcation militaire, ici. Diego et maintenant, c'est en Corée du Sud. Moi, je suis en Corée du Sud. Là, je suis en Corée du Nord. Pour moi, c'est un jeu de passer en Corée du Sud et en Corée du Nord. Pour lui, ça représente quoi, cette division, pour lui? Ça montre combien cette division nous fait souffrir. Cette séparation est un malheur pour notre pays. Nous sommes bien décidés à faire disparaître cette ligne le plus vite possible. Il n'y a que dans cette salle qu'on puisse se retrouver. En attendant la paix, la militarisation du pays continue. Ici, au stand de tir de Pyongyang, on vient en famille. Pour le sport, bien sûr. Mais surtout pour défendre la patrie. Et plus on commence jeune, plus on est sûr d'atteindre sa cible. Je veux tirer, papa. Non, laisse-moi faire d'abord. Et donc pourquoi est-ce qu'il apprend à son fils à tirer? Bien sûr, c'est essentiel. Pourquoi? Tant que l'impérialisme existe, il faut savoir défendre son pays contre les Américains. Et mieux vaut être bien préparé. Mais là, il faut que je... Quoi? Il faut que je tue le poulet, c'est ça? Le coq? C'est un vrai coq, ça, ou pas? C'est un vrai coq? Oui. Si tu arrives à tuer, tu le prends là. On peut le manger ce soir. Le coq, c'est quand même l'emblème de la France. Oui, vous êtes pas en train de me dire quelque chose, là, monsieur Jean? C'est comme si vous mettiez Kim Il-sung là-bas et qu'il fallait que je tire dessus. Vous n'avez pas un autre animal comme cible? Bon, je vais essayer, mais n'ayez pas peur, je ne ferai pas de mal à notre emblème national. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Partout dans le pays, les ouvriers se retrouvent dans des parcs comme celui-ci. Et en Corée du Nord, le 1er mai, on ne fait pas la fête commuguée. On bande les yeux, on a un bâton, c'est comme les piñatas mexicaines, et il faut aller taper sur les choses. Il y a le choix entre l'américain ou le japonais. Allez, allez, formez les équipes, il faut 2 camarades femmes et 2 hommes. Bon alors, j'ai choisi ma cible. À 100 mètres, il faut courir. Bande-lui bien les yeux. C'est bien comme ça. À vos marques, prêts, partez. Chuguba, ça veut dire à mort en coréen. Alors, le verdict? Il a très bien frappé. Il a même cogné 2 fois. J'ai frappé 2 fois même. Hein. 2 fois, ouais. Est-ce qu'ils croyaient quand ils m'ont vu que j'étais américain ou pas?
Non, ils peuvent me dire la vérité. Ah, tu ressembles. Ah, je ressemble. Il y a une différence je ressemble pas. Les Américains aujourd'hui, ça fait 50 ans quand même que c'est la guerre, quoi. Est-ce qu'ils pensent que ça va s'arrêter un jour ou pas? Bien sûr que ça s'arrêtera un jour, mais c'est à nous de trouver une solution. Ils auront beau faire un blocus contre nous, on continuera à vivre à notre manière. C'est vrai que depuis que notre grand leader Kim Il-sung est mort, la vie est dure. Mais on va continuer la lutte. On ne va pas capituler pour des petits désagréments du quotidien. Non, il faut que notre génération en finisse avec les Américains. Et tout ça, ça ne va pas nous empêcher de nous amuser aujourd'hui. 감사합니다. 안녕히 계십시오. Ouais, voilà, dans le pays le plus secret du monde, j'espère que j'ai levé C'est un homme qui s'y connaît en matière de menaces et de missiles. Fidel Castro s'est fendu d'une réaction sur la crise nord-coréenne dans la presse cubaine. Il demande aux partis engagés d'éviter un conflit aux conséquences catastrophiques. En Corée du Nord, les menaces de Pyongyang n'ont pas encore poussé les ambassades à évacuer. Le point ce soir est signé Gerald Pinkenburg. C'était il y a quelques mois à peine. À l'occasion de la nouvelle année, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un recevait des diplomates. Mais après que Pyongyang a conseillé à plusieurs pays d'évacuer leur personnel diplomatique, le ministre allemand des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Corée du Nord pour lui signifier que la sécurité du personnel de l'ambassade à Pyongyang devait être assurée. De son côté, la Russie a aussi fait part de ses réserves. Nous avons des interrogations concernant la Corée du Nord. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires chinois, mais aussi américains, sud-coréens et japonais. Même les anciens meilleurs amis de la dynastie au pouvoir en Corée du Nord prennent désormais leur distance. Fidel Castro, en personne, s'est ému de la situation et a écrit dans une tribune qu'en cas de guerre, les peuples de la péninsule coréenne seraient horriblement sacrifiés. Les chancelleries suivent de près les faits et gestes de ce dictateur en herbe qui est visiblement décidé à se faire une place dans la cour des grands et n'hésite pas à jouer des muscles, quitte à faire exploser des maquettes en plein vol. Quant au timing, il ne doit rien au hasard. C'est toujours en avril que Washington et Séoul organisent leurs manœuvres militaires conjointes. De plus, la... $3 milliards de vies disparaîtraient en un instant. Et je mènerai ce qui resterait de l'espèce humaine à la victoire finale. Si je dois faire un stage chez les Palestiniens pour m'entraîner, j'irai. Si Perfid ne fait rien, je lui déclenche une violence. Qu'y a-t-il au-delà de cette frontière que le gouvernement des États-Unis tient à tout prix à garder secrète? Y a-t-il vraiment une base secrète cachée dans l'isolement du désert du Nevada où le gouvernement des États-Unis effectuerait des vols d'essai sur des ovnis capturés? Les photos satellites russes révèlent-elles la vérité alors que notre propre gouvernement nous empêche de la découvrir? Le récit incroyable de cet homme pourrait-il être vrai? A-t-il réellement travaillé sur des vaisseaux extraterrestres pour apprendre à les piloter? Le gouvernement des États-Unis collabore-t-il avec des extraterrestres dans un complexe top secret portant le nom de code Zone 51?
Les anciennes cartes géologiques identifient cette étendue par la seule référence de zone 51. Ce terme désigne une large étendue, principalement composée de l'ancien lit asséché d'un lac qui porte encore aujourd'hui le nom de Groom Lake. Ici, une base de recherche top secret est censée opérer jour et nuit, et même si le gouvernement persiste à laisser entendre qu'elle n'existe pas, des centaines de témoins oculaires et des dizaines de photographies aériennes attestent du contraire. Et si les rumeurs sont véridiques, cette installation abriterait l'un des secrets les plus extraordinaires et les mieux gardés de cette génération, voire de tous les temps. Le fait que ce complexe abrite des secrets d'État ne fait pas le moindre doute. Il suffit de consulter les cartes officielles émises par le gouvernement pour s'apercevoir que l'installation en question n'y existe même pas. Mais pourquoi donc cette base constitue-t-elle un tel secret? Serait-elle liée aux observations continues de vols d'ovnis dans la région? Quand l'affaire Lazare a fait la une, les passionnés d'ovnis ont déferlé sur le site. Ils sont arrivés dans leur 4x4 pour surveiller la base secrète. Dans une interview télévisée, Robert Lazare a soutenu avoir été employé de 1988 à 1989 dans une base encore plus secrète que celle de Groom Lake. J'allais au boulot en avion privé de l'aéroport McCarran de Las Vegas, directement à la zone 51. De là, un bus me conduisait vers une installation encore mieux gardée, située à une vingtaine de kilomètres au sud, la zone S4. S4 se situait au pied de la montagne de Papoose, aux abords de l'ancien lac de Papoose. La base est construite à même la montagne et les 9 portes de hangar s'inclinent à environ 60 degrés. Ces portes sont recouvertes d'une texture s'apparentant au sable pour mieux se fondre dans le paysage. D'après Bob Lazar, c'était dans cette base qu'il travaillait en tant que pilote d'essai sur des vaisseaux en forme de soucoupe, basés sur une technologie transmise à l'humanité par des êtres venus d'ailleurs. Autrement dit, je n'ai pas seulement lu les rapports et appris les théories de ces technologies, mais j'ai aussi assisté à leur démonstration et vérifié leur authenticité. Lazar a confié aux journalistes qu'il y avait plusieurs de ces soucoupes volantes en parfait état de marche à la base S4, mais que lui n'avait travaillé que sur l'une d'elles. En raison de ces lignes très épurées, je l'ai surnommé le modèle Sport. Il fait environ 5 mètres de haut et 12 mètres de diamètre. Dans la partie centrale de cette soucoupe sont situés le poste de commande et les sièges, tous deux trop petits et trop près du sol pour être destinés à des humains adultes. Selon Bob Lazar, le vaisseau serait équipé d'un réacteur anti-gravité, ou d'un réacteur de gravité, qui produit une vague de gravité. À l'intérieur de ce vaisseau, il n'y a pas de ceinture de sécurité, car une fois en marche, on a l'impression qu'il est toujours droit, et en état de gravité normale. Si l'on croit le récit de Bob Lazar, une telle conception n'appartiendrait pas au domaine de la fantaisie, mais serait une réalité, une preuve tangible que la Terre a été visitée par des êtres intelligents venus d'une autre planète. Est-ce que le gouvernement des États-Unis a pu avoir accès à une telle technologie et la garder secrète au détriment de l'opinion publique et des médias pendant plus de 50 ans ? Et s'il n'y a plus de secret, pourquoi le gouvernement prend-il des mesures aussi extraordinaires pour s'efforcer de maintenir cette base cachée ? D'après les recherches menées par le Salt Lake Tribune en 1993, le secrétaire d'État à la défense aérienne, Sheila Widnall, aurait sollicité le contrôle de plus de 2000 hectares de terre du domaine public dans le désert du Nevada, dans le complexe du massif montagneux de Nellis. Le reporter Glenn Campbell a tenté plusieurs années de briser le mur du secret qui entoure la zone 51 et la base mystérieuse de Groom Lake. La zone 51 est juste une petite partie de l'une des zones secrètes les plus connues de la base aérienne de Nellis. Au-delà, il reste de vastes étendues désertiques. Jusqu'au début des années 80, il était encore possible de se rendre à Groom Lake en voiture pour observer la base de loin. C'était une base secrète, mais c'était un secret connu de tous. Au milieu des années 80, l'armée a réquisitionné un massif montagneux tout entier, le massif de Groom. À partir de ce moment-là, la base a cessé d'exister. Il n'en restait plus la moindre trace sur les cartes officielles du gouvernement. Et depuis ce jour, il refuse de faire la moindre allusion à cette base. Qu'y a-t-il dans cette base qui justifierait l'application de mesures aussi strictes? N'y a-t-il personne en dehors de la base qui soit au courant de ce qui s'y passe? Il faut se rappeler que pendant de nombreuses années, les avions espions U-2 décollaient de la zone 51. Et c'était aussi le cas des Blackbird, du SR-71 et des chasseurs Stealth. Ces missions avaient lieu depuis des années avant que les médias en parlent.
Mais le gouvernement serait-il prêt à déployer des moyens de défense meurtriers juste pour empêcher les gens d'observer des avions? Il y a 25 ans que j'étudie la zone 51. Des collègues aux 4 coins du monde m'envoient de l'information via notre site web, notre email ou autre. Nous disposons d'une mine de renseignements très intéressant, montrant non seulement qu'ils ont capturé et testé des ovnis, mais aussi qu'ils possèdent du matériel dont ils n'ont même pas encore découvert les fonctions. Il semble assez évident que ce site a été choisi en raison de son isolement. Et le fait qu'il fasse partie du champ de tir de missiles de la base de Nellis ne rend en rien le lieu plus hospitalier. Mais apparemment, ni l'isolement ni la peur des bombes ne suffisent à écarter les gens. Mais quelle autre mesure le gouvernement a-t-il donc pris pour protéger cette base fantôme des intrus? Qui menace la sécurité? Le citoyen moyen ou les fans d'OVNI? Ou craignent-ils l'intrusion d'espions? Et qui, au juste, aurait intérêt à protéger le secret le plus médiatisé au monde? Seriez-vous surpris d'apprendre que ce n'est pas du tout le gouvernement? Cela fait des années que des citoyens comme vous et moi se sont éloignés des sentiers battus, seuls ou en groupes entiers, en bus ou en camion pour voir la zone 51 de plus près, et ils ne voient en fait qu'un paysage ressemblant à une contrée du tiers-monde. Un véhicule d'intervention rapide ou un hélicoptère apparaît soudain au sommet d'une colline. Le message est on ne peut plus clair. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Allez, allons plus vite. Dégarpissez. Allez, circulez. Regagnez votre voiture et demi-tour. Allez. Mais vu l'étendue de ce complexe, il est humainement impossible de contrôler toutes les voies d'accès. Comment peuvent-ils être sûrs que personne ne leur file entre les doigts? On m'a dit qu'ils ont des missiles solaires dans le cas où des avions survoleraient la zone sans autorisation. Et on a eu droit à une poursuite dangereuse par un hélicoptère. S'il ne s'identifie pas immédiatement, un autre avion décollera pour l'intercepter et le forcer à quitter l'espace interdit. Ou il sera abattu. La question posée est judicieuse. Est-il possible que les mesures de sécurité aillent trop loin? Et que se passerait-il si l'un des deux côtés franchissait la ligne? Est-il possible que l'obsession des ovnis ait poussé tout le monde sur une fausse piste? Bien avant qu'il y ait une quelconque base dans les environs de Groom Lake, ce qu'on appelle la zone 51 n'était pas plus qu'un bout de désert réservé aux essais nucléaires. Il est possible que les gardiens de la zone 51 veuillent seulement protéger les gens des radiations résiduelles émanant du champ d'essai. Mais cet avis n'est pas partagé par Norio Hayakawa. Il a pu découvrir en personne les mesures de sécurité agressives déployées dans cette zone. En 1991, j'étais à la tête d'une équipe de chercheurs du sud de la Californie. Et avec plusieurs journalistes, on s'est rendu dans la zone. Alors qu'on venait d'apercevoir ce qui ressemblait à une sorte d'essai de vol ou de manœuvre de ces engins en plein air, nous avons été pris en chasse par un hélicoptère militaire noir. Je me trouvais en tête d'une caravane de 7 voitures sur ce chemin de terre qui conduit à l'extérieur du périmètre de la zone 51. Et soudain, un hélicoptère militaire noir sans aucune insigne est sorti de nulle part et a plongé droit sur nos voitures. Il a dû passer à pas plus de 3 ou 4 mètres au-dessus de nos véhicules. Et pourtant, si Norio Hayakawa et les gens qui l'accompagnaient avaient réellement pénétré dans un domaine militaire, n'auraient-ils pas été sommés, voire même arrêtés? Nous n'avons à aucun moment pénétré dans le domaine militaire. Nous nous trouvions à une bonne distance du domaine militaire. Nous étions dans un domaine public. Nous avions le droit de nous trouver sur un terrain de propriété publique. Pourtant, nous avons été traqués par cet hélicoptère. Ils ont mis nos vies en danger. Quoi qu'il se passe dans la zone 51, il est peu probable qu'on en écarte les gens pour les protéger des risques d'accidents ou des radiations atomiques. Le dispositif de sécurité vise plutôt à protéger ceux qui se trouvent à l'intérieur du complexe. Ils sont prêts à déployer tous les moyens nécessaires pour éloigner les curieux de cette zone, et même des abords du périmètre.
S'il est vrai que les forces de sécurité de la zone 51 sont prêts à prendre en chasse des civils en territoire public à plus de 15 km du site, n'ont-ils pas oublié que cette base secrète est probablement encore mieux visible à partir du ciel? Ne suffirait-il pas, en effet, de survoler le complexe à basse altitude pour voir exactement ce qui s'y passe? L'ex-colonel de l'US Air Force, Wendell Stevens, n'est pas convaincu. L'espace aérien y est hautement restreint. Si un pilote se trouvait par erreur dans une des zones interdites, on lui demanderait immédiatement par radio de dégager. S'il persiste à survoler la zone interdite, on le sommerait de quitter l'espace et on le radioguidera vers l'issue la plus proche. S'il tarde à répondre, un autre avion décollerait pour le forcer à quitter la zone ou bien il serait abattu. Les pilotes en manœuvre d'entraînement sont interdits de vol dans cet espace aérien. Une violation entraînerait la fin de leur carrière. Même un pilote de l'aviation civile peut perdre sa licence s'il survole la zone de Groom Lake. Il y a plus de 40 ans que ce site sert aux essais dans le cadre des projets noirs. Autrement dit, les secrets militaires les mieux gardés du monde, et c'est là qu'ils se trouvent. Le site est parfait pour ça. Il est entouré de montagnes, en plein milieu de nulle part, et juste à côté d'un terrain d'essai nucléaire. On m'a informé que la base est équipée de missiles solaires dans le cas où des avions intrus survoleraient la zone. Il y a aussi des détecteurs de mouvement enfouis dans le sol et des appareils capables de déceler l'odeur d'ammoniac dégagée par l'épiderme humain. Il y a aussi des caméras de surveillance qui épient le moindre mouvement aux abords de la base. Vous voyez, c'est un site extrêmement bien protégé. Évidemment, ce genre de mesures de sécurité sont habituelles pour des installations militaires ultra secrètes. Peut-être teste-t-il la prochaine génération d'armements de pointe, des rayons à particules de haute puissance, ou peut-être des armes spatiales, ou faut-il chercher ailleurs? A-t-on la moindre preuve qui confirmerait le témoignage de Bob Lazar? La source d'énergie qui permet aux vaisseaux extraterrestres de se déplacer dans le cosmos serait-elle entre les mains du gouvernement? Nous sommes très nombreux à avoir consacré énormément de temps et d'énergie à la recherche sur la zone 51. Mais je ne doute pas un instant qu'ils soient en train de développer un nouveau type de technologie. Nous avons pu apercevoir des engins survoler la zone 51 au-dessus du massif de Groom. Et ces engins ressemblaient étrangement à ce qu'on appelle communément des soucoupes volantes. Un nombre sans cesse croissant de scientifiques spécialisés dans le domaine des ovnis affirment que les projets secrets menés par le gouvernement à Groom Lake sont d'une manière ou d'une autre liés à une technologie venue d'une autre planète. Que ces affirmations soient vraies ou fausses, une chose reste sûre. Les témoins ont vu des engins volants survoler Groom Lake, engins dont l'aspect ne semble pas avoir été conçu par des humains. S'agissait-il en fait d'ovnis survolant la zone 51? Et que dire des photographies, des enregistrements vidéo et ces lumières étranges dans le ciel? Dispose-t-on de témoignages faibles qui confirmeraient la présence de vaisseaux, voire d'êtres extraterrestres dans la zone 51? Le récit de Bob Lazar ne marque ni le début ni la fin de la saga de la zone 51. Un certain nombre de personnes avaient déjà vu des ovnis dans le désert du Nevada, bien avant la naissance de Bob Lazar. Mais l'histoire a intéressé tout le monde à partir du moment où George Knapp a été interviewé par une des télévisions de Las Vegas. C'est ce qui a mobilisé le public ici. Avant cette série d'interviews, la zone 51 n'était qu'une référence dans les anciennes cartes militaires, une zone d'essai nucléaire menée, bien sûr, dans l'intérêt de la sécurité nationale. Mais l'année 1955 a marqué un tournant. Cette année-là, la société Lockheed cherchait désespérément une base d'essai pour tester son nouvel avion espion, le U-2. Ils ont placé tous leurs espoirs dans leur chef d'escadron d'essai, Tony Levier, et ont trouvé un endroit isolé, disposant d'une très longue piste de décollage. Et c'est ainsi que la zone 51 est devenue la base d'essai aérien la plus secrète des États-Unis. Mais que se passait-il d'autre dans cette base? D'après la déclaration officielle du gouvernement des États-Unis, je cite, « Ni l'US Air Force, ni le département de la Défense n'opèrent ni ne possèdent d'installation sous le nom de Zone 51. » À proprement parler, c'est vrai.
Et même si cette base a été construite par la CIA et est utilisée exclusivement dans le cadre de projets gouvernementaux, elle est exploitée par une société privée. Sa sécurité est assurée par Wackenhut, une entreprise privée. Durant plus de 30 ans, à part une poignée de propriétaires, les gens ignoraient l'existence de Rachel, Nevada et du site de Groom Lake. Mais d'autres événements ont contribué à donner une crédibilité au récit de Bob Lazar. L'agent Guy Hotel de la FBI en 1950 indique qu'il savait que 3 soucoupes volantes avaient été récupérées dans le désert du Nouveau-Mexique. Les engins extraterrestres sur lesquels Lazar avait travaillé provenaient bien de quelque part. C'est ainsi que bien avant l'existence du complexe de la zone 51, les germes de l'un des mystères les plus troublants de la nation avaient déjà été semés. Aujourd'hui, des centaines de passionnés d'OVNI se rendent régulièrement dans le désert du Nevada, en traversant un territoire public pour atteindre les hauteurs du Whiteside ou de Freedom Ridge, dans l'espoir d'entrevoir un engin volant qu'ils croient être capturé de notre monde. Lors de l'une de nos expéditions à la zone 51, l'un de nos membres affiliés a réussi à filmer des images plutôt remarquables de ce qui a tout l'aspect d'un engin en forme de soucoupe survolant Groom Lake. Cet engin ne se comportait pas comme les avions conventionnels que j'ai pu voir. Il n'émettait pas le moindre bruit. Mais ce qu'il y a de vraiment remarquable, c'est qu'à d'autres occasions, nous avons pu voir les manœuvres en zigzag exécutées par ce type d'engin. Et parfois même avec des virages à 75 degrés, suivis d'ascensions et de descentes soudaines. Pourrait-il s'agir d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète, tombé entre les mains des hommes? Selon une version assez cohérente d'un grand nombre d'employés, un vaisseau aurait été transporté ici en 1953 et plusieurs extraterrestres vivants auraient été amenés presque en même temps. Cela fait des années que les Russes photographient la zone 51. Staline portait un grand intérêt aux ovnis et il voulait en savoir plus sur ce qui se passait à Roswell. Ils ont conclu que les événements de Roswell avaient bien eu lieu, que quelque chose s'y était écrasé, que ce n'était pas un ballon météorologique ni un objet terrien. Ils ne savaient pas exactement d'où ils venaient, mais ils savaient qu'ils étaient ni à eux ni à nous et qu'il fallait à tout prix l'étudier. Bien entendu, sans preuve, ces affirmations restent du domaine de l'ouï-dire et des rumeurs. Mais existe-t-il de telles preuves? Toutes les histoires qui planent autour de cet endroit restent un mystère, tant pour les employés que pour nous tous. Peut-on retracer l'origine de toutes ces histoires d'ovnis capturés? Et comment ces engins sont-ils arrivés à la zone 51? Ce ne sont pas les responsables de la zone 51 qui vont admettre quoi que ce soit. Une action fédérale en justice visait à savoir le nom de la base, mais ils se sont battus et maintenant ils sont exemptés d'en révéler le nom. Lorsqu'on travaille dans une zone secrète comme la zone 51, le travail qu'on fait est fortement compartimenté. On est amené en jet depuis Las Vegas, les hublots obstrués. À Groom Lake, on s'embarque dans des bus sans fenêtres qui nous conduisent directement sur les lieux de travail. On ne voit que le hangar et les quelques bâtiments dans lesquels on travaille. C'est une dichotomie intéressante. Les Russes peuvent survoler et prendre des photos. Nous avons signé un traité d'accès aérien ouvert qui permet à des dizaines de pays de survoler et de prendre des photos, mais nous, qui payons les factures pour le maintien du site, ne sommes pas au courant. En 1988, un satellite russe a pris une photo sensationnelle au-dessus de la zone 51. Si vous regardez l'objet mis en évidence en bout de piste, il est positionné comme s'il était sur le point de prendre son envol. Récemment, de nouvelles photos de la zone 51 ont été diffusées sur Internet. Ce qui révèle peut-être du fait que, malgré les démentis du gouvernement, le public exige une explication au mystère planant sur la zone. Cette année, il y a eu de nouvelles photos de la zone 51. Les premières provenaient d'un satellite espion russe capable de détecter des objets de moins de 2 mètres. Les autres, d'un satellite commercial américain capable d'apercevoir des objets de moins d'1 mètre. Ces informations nous apportent des précisions sur les activités menées dans la zone 51, une base dont le gouvernement des États-Unis persiste à démentir l'existence.
La précision et la qualité de ces photos satellites sont remarquables, mais elles ne font que soulever davantage de questions sur les activités. Une chose qu'on remarque, c'est l'absence de personnel sur le terrain. S'il s'y passe réellement quelque chose, il reste à savoir où exactement. Jusqu'ici, Bob Lazar restait le seul témoin à avoir donné des précisions sur le travail mené sur des technologies extraterrestres dans la zone 51. Toutefois, dans une interview exclusive pour Secrets et Mystères du Monde, cet homme, David Adair, un expert de renom mondial dans le domaine des technologies de l'espace, a accepté de faire des déclarations publiques sur sa propre expérience dans la zone 51. J'ai construit une première fusée à 17 ans, après de nombreuses tentatives pour y parvenir. Elle faisait environ 3 mètres de haut et elle pesait environ 1 tonne. La conception du réacteur était en quelque sorte unique. Il s'agissait d'un réacteur EMFC, soit un réacteur basé sur le principe du confinement de la fusion électromagnétique. On a eu le soutien de tout le monde. Avec l'aide du Congrès et celle de l'armée, une fois l'engin prêt, on l'a transporté à la base aérienne de Wright-Patterson et puis jusqu'à White Sands, au Nouveau-Mexique. Le 20 juin 1971, on a procédé au lancement. La fusée était extrêmement rapide. Elle a décollé de l'endroit prévu et Arthur Rudolph m'a transmis les coordonnées par radio pour la faire atterrir à Groom Lake, au Nevada. La fusée a atterri grâce au parachute qui était attaché et nous avons pris l'avion de White Sands à Groom Lake. À notre arrivée, on a pu constater 2 pistes d'envol de plus de 3000 mètres chacune, ce qui est une base aérienne importante. Une fois au sol, quand nous sommes arrivés au hangar central, nous nous sommes arrêtés et tout à coup, le sol tout entier s'est affaissé sous nos pieds. En fait, nous étions sur un ascenseur géant. On est descendu à environ 60 mètres sous terre et lorsque nous sommes enfin sortis, on a vu qu'on se trouvait dans une installation gigantesque, surmontée d'une sorte de toit en cascade comme un arc-en-ciel. Et puis les murs ont glissé et on a alors aperçu d'énormes espaces de travail et des bureaux. On est passé à côté d'une rangée d'ateliers et dans un couloir d'accès de marchandises, là, on s'est arrêté devant un hangar sur notre gauche. Et ils sont descendus. Puis cet homme a ouvert des portes coulissantes. Nous sommes entrés dans cette pièce avec des lumières partout et c'était frappant car il n'y avait aucune ombre. Un peu comme dans un atelier de peinture. Et il y avait quelque chose sur une énorme table qui était recouvert. Ils ont appuyé sur un bouton et des câbles ont soulevé l'énorme couverture. Quelle surprise, c'était un réacteur EMFC, mais celui-ci avait la taille d'un autobus. Mon réacteur et celui-ci fonctionnaient selon les mêmes principes, mais le mien, c'était l'équivalent d'une 2 chevaux, alors que celui-ci, c'était une Ferrari. C'était incroyablement sophistiqué. Il était clair que ce réacteur n'aurait pas pu être fabriqué à notre niveau d'avancement technologique. Cet engin était énorme, et pourtant, il n'y avait pas le moindre câble, pas de vis, pas de rivet, aucun boulon, aucune soudure, aucun raccord, rien. Comme si l'engin entier était fait d'une seule pièce. Quand on touchait le réacteur, c'était encore plus étonnant. Où que vous le touchiez, votre peau créait des radiations en forme de tourbillons, fort jolies, qui partaient de l'endroit du contact et traversaient la coque de métal. L'onde se propageait sur 2 mètres de rayon dans toutes les directions. C'était vraiment intéressant, c'était sensible au toucher. C'était trop pour moi. Ce réacteur ne pouvait pas leur appartenir. C'était impossible, en raison de sa conception. Nous n'avions pas la technologie requise, ni à cette époque, ni même aujourd'hui. Alors je me suis énervé, et eux aussi. Ils m'ont ordonné de redescendre, je commence à descendre, mais cette fois, lorsque je touche la paroi du réacteur, les tourbillons bleus et blancs deviennent rouges flamboyants. Ils sont orange et rouge traversant la coque. J'étais si surpris de voir que je m'arrête. Et à mesure que je retrouve mon calme, les couleurs retournent au bleu et au blanc. Et c'est là que j'ai réalisé que ce réacteur était vivant. Il ne réagit pas aux radiations thermiques, mais plutôt aux ondes. Il s'agit en fait d'un réacteur symbiotique. Autrement dit, il est capable de communiquer avec les occupants de l'aéronef.
Ils avaient des engins volants ressemblant à des soucoupes qui se sont écrasés au sol. Ils ne comprenaient pas ce qui les faisait fonctionner. Ils se servent en fait d'êtres humains par la voie de la télépathie. Un peu comme dans le cas du projet de Remote Viewing. Ils peuvent, en connexion avec la zone 51, déterminer comment ces appareils étaient commandés par la pensée. Si vous doutez, je vais vous parler de développement récent. À l'université de Princeton, au laboratoire de recherche Pear Labs, le professeur Robert Jahn travaille en ce moment même sur le nouvel avion de combat X-29 et plus particulièrement sur un module de transmission par lequel le pilote, dans son casque, est connecté au cerveau-commande de l'avion au moyen d'électrodes reliées à son crâne, et ce sont ses pensées qui font réagir l'avion. Une véritable relation symbiotique entre le pilote et l'avion. C'est quand je suis redescendu du réacteur et que je l'ai regardé que je me suis vraiment rendu compte qu'il était d'origine extraterrestre. Cette conception n'avait rien à voir avec notre technologie. J'ai compris que cet engin était en fait la preuve que tout le monde cherche, et ça m'enrageait qu'il cache cette information du public, car ils n'ont aucun droit de faire ça. Cet épisode s'est terminé lorsque David fut écroué jusqu'à l'arrivée du général Curtis LeMay, à l'époque commandant de la division stratégique de l'armée de l'air, qui l'a escorté jusque chez lui. Oui, LeMay est revenu me chercher. Il m'a fait comprendre qu'il n'en avait pas terminé avec moi. Il m'a assuré qu'il me couvrirait, mais qu'il reviendrait dans ma vie tôt ou tard. Et le général avait raison. À peine s'était-il diplômé, David Adair reçut sa convocation au service militaire pour 8 années au service de la marine de guerre des États-Unis. Mais le jeune spécialiste en fusée reste parmi les seuls à avoir vu et touché ce qu'il considère encore comme étant un réacteur symbiotique, voire même biologique, d'origine extraterrestre. Et si les mystérieux engins volants vus dans le ciel de la zone 51 n'avaient pas été récupérés à la suite d'accidents d'OVNI, notre gouvernement aurait-il pu collaborer en secret avec une autre civilisation? Existe-t-il des relations d'amitié entre nous et des êtres venus d'un autre système? Juste au cas où vous auriez encore des doutes, si la base secrète, la plus connue des États-Unis, reste au-dessus de la loi et bien impliquée dans des projets secrets, une résolution présidentielle datée du 25 septembre 1998 devrait suffire à rassurer tout le monde. Dans ce document, le président Clinton exemptait les forces de l'armée de l'air, opérant à proximité, de toutes les législations portant sur les déchets dangereux ou solides, tant à l'échelon fédéral, de l'État qu'interétatique, et qui supposerait la divulgation de renseignements classés secrets et dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale. Mais de qui doit-on protéger la nation? Personne ne met en cause les déclarations de Robert Lazar sur son travail sur un modèle grandeur nature de ce vaisseau extraterrestre. Il s'agit de l'information la plus importante des 100 dernières années. Et d'après David Adair, un réacteur encore plus grand et avec des proportions et une puissance énorme serait également entre les mains du gouvernement des États-Unis depuis plus de 30 ans. Mais que peut-on déduire de la description d'une technologie d'origine extraterrestre? Comment est-elle arrivée aux mains des hommes? D'après Robert Lazar, il aurait eu accès à des renseignements qui pourraient constituer une preuve irréfutable de l'existence de vie intelligente sur d'autres planètes. Dans l'interview filmée de Lazar, il affirme qu'on lui a montré des documents officiels lorsqu'il se trouvait dans la base top secret S4, disant noir sur blanc que les êtres qui nous ont transmis les secrets sur la soucoupe volante provenaient du système stellaire Zeta Reticuli, situé à quelques 35 années-lumière de la Terre. Ces êtres feraient entre 1 mètre et 1,50 m et pèseraient entre 12 et 25 kilos. Une peau grisâtre et un grand crâne avec des yeux panoramiques en forme d'amande. Ils seraient en mission sur la Terre depuis longtemps et ont présenté des photographies qui dateraient d'il y a plus de 10 000 ans. Des échanges de matériel et d'informations ont eu lieu dans le Nevada jusqu'en 1979, lorsqu'un conflit mit fin au programme de façon soudaine. Rares sont ceux qui ont fait le lien à l'époque, mais l'identification faite par Lazar du système Zeta Reticuli vient appuyer un récit fascinant, raconté il y a 20 ans par Betty Hill, l'une des premières à avoir été enlevée par un ovni. Lorsque Betty était à bord du vaisseau, elle a eu la présence d'esprit de jeter un bon coup d'œil et de poser des questions. Et elle a vu afficher ce qui ressemblait à une carte de la galaxie. Elle a demandé au présumé leader du groupe ce que cela représentait.
Et il a répondu, « Bien, voyez, ceci représente notre secteur de l'univers. » Et ça, Betty s'en souvient clairement. Il semblerait que cela soit gravé dans son subconscient, ce qui lui a par la suite permis de retracer un schéma de ce qu'elle avait vu sur la carte dans le vaisseau. Personne ne savait ce que cela représentait, excepté une jeune astronome très brillante, Marjorie Fish. Elle l'a regardé et elle a dit « Je pense que je peux déchiffrer quelque chose. » Et, au bout de 6 années de recherche, Marjorie a reconstitué ce qu'elle pensait être la carte dont Betty avait le souvenir. Se trouvaient ici plusieurs systèmes stellaires qui n'ont été découverts que vers la fin des années 60. Les découvertes ultérieures ont alors rendu la carte interprétée par Fish valable. Le système stellaire, d'où le commandant du vaisseau a dit à Betty qu'il provenait, est appelé Zeta Reticuli. Betty Hill aurait-elle pu inventer tout ça? Et Bob Lazar aurait-il tiré ce nom d'un chapeau de magicien? Ou sommes-nous enfin en présence de preuves irréfutables de la venue d'extraterrestres sur Terre, voire d'enlèvements liés à la zone 51? Betty et Barney n'ont pas menti, car dans les années suivantes, leur récit n'a constitué qu'une partie infime de la vaste quantité de preuves confirmant que ces événements sont réels. Mais alors est-il possible que le gouvernement ait conclu une sorte de contrat avec les extraterrestres? Une telle hypothèse est-elle envisageable? Il est possible que nos gouvernements arrivent à une entente avec un autre monde. En contrepartie de la technologie de pointe que nous avons acquise en si peu de temps, nous leur avons peut-être donné autre chose, comme la possibilité d'aller et venir et de se servir de notre Terre comme relais vers d'autres planètes. Ils sont peut-être en quête de ressources, d'eau ou de minéraux de notre planète, ou peut-être même qu'ils veulent se servir de nous comme ressources. Les théories et les possibilités laissent perplexes. Notre gouvernement agissant avec des forces extraterrestres, des enlèvements, des réacteurs, tout ça caché dans le sable du désert dans la zone 51. S'agit-il en fait du secret que le gouvernement est si anxieux de protéger à Groom Lake? Y a-t-il la moindre possibilité que la zone 51 soit utilisée comme une sorte de port spatial accueillant des vaisseaux en échange de technologies nouvelles? La zone 51 peut facilement faire office de port spatial. Toute installation protégée de cette façon est entourée d'un périmètre de sécurité pour éloigner le public. Et dans un endroit aussi isolé que le désert, on pourrait y aller et venir sans difficulté, particulièrement si on a un vaisseau invisible sur les radars. Et peut-être même qu'il serait invisible à l'œil nu. Lazar affirme qu'il a vu comment opérer le système d'alimentation du vaisseau et qui utilise une quantité énorme d'énergie uniquement obtenue à base d'antimatière. Et selon Lazar, une seule arme basée sur l'équilibre matière-antimatière pourrait facilement détruire toutes les civilisations terriennes. Il affirme que le fait d'utiliser cette source d'alimentation rend ce vaisseau indétectable. Cette soucoupe ne peut être aperçue de nulle part. Elle est d'ailleurs parfaitement invisible. Tout ce que vous verriez, c'est le ciel qui l'entoure. Ces affirmations sont fantastiques, et Bob Lazar a été accusé d'en avoir inventé une partie. Existe-t-il la moindre raison de croire ce qu'il dit? J'ai constaté en l'écoutant parler que Bob Lazar est parmi les scientifiques qui s'expriment le mieux dans le monde de la physique. J'ai pu voir des gens en train de travailler là en bas. Il est évident qu'il en fallait pour ces projets, et on devrait écouter de plus près ce qu'il dit et l'analyser vraiment. Supposons un instant que toute l'histoire est véridique. Quel dessein le gouvernement pourrait-il avoir à l'égard de toute cette technologie? Norio Hayakawa n'est pas d'avis que ces technologies de pointe serviront à améliorer le sort de l'humanité. Vous pouvez être sûr et certain que cette technologie finira tôt ou tard par être utilisée à des fins militaires. Il pourrait s'en servir pour un conflit d'une échelle sans précédent, un type de guerre que nous n'avons jamais vu. Norio Hayakawa n'est pas convaincu que ces découvertes technologiques serviront au bien de l'humanité. Voici des photos d'une installation secrète opérée par la Lockheed Corporation en Californie.
Il y a plusieurs bases aériennes secrètes dans le sud de la Californie où ils sont en train de tester des composantes pour essayer de reproduire certains de ces objets. Et ce qui est étrange par rapport à cette installation, c'est qu'on ne voit jamais d'appareil sur le tarmac, absolument aucune sorte d'avion. Lorsque le site était en construction, les gens de la région ont pu voir des files interminables de camions à ciment, pratiquement 24 heures sur 24, sans interruption, parfois durant plusieurs semaines, sans arrêt, ce qui indique que la construction d'un complexe souterrain de grande envergure était en cours. J'ai eu de la chance de pouvoir interviewer des personnes qui ont participé à la construction de la base souterraine de la zone 51. Il y a toutes sortes de laboratoires de recherche là-dessous et la surface a été traitée pour ressembler au désert. D'après Hayakawa, la sécurité autour de cette base est tout aussi stricte que celle autour de la zone 51 et que la véritable dimension de ces deux sites dépasse l'entendement. Même si un projet de ces proportions était vraiment en cours dans le sous-sol de la Californie et du Nevada, doit-on en déduire que la nouvelle technologie est développée à des fins hostiles? En toute honnêteté, cela ne me surprendrait pas que des personnes soient kidnappées et conduites à ces installations souterraines des États-Unis. Et si ce n'était pas le cas, nous serions encore en présence d'une affaire criminelle qui constitue une violation totale de notre système constitutionnel. Ces récits peuvent-ils être vrais? Des personnes enlevées par des ovnis et emmenées à la zone 51? Existe-t-il la moindre preuve qui soutienne ces allégations? Dans la vidéo, Robert Lazar affirme que l'installation S4, située à proximité de la zone 51, est cachée dans une montagne avec 9 portes de hangars, conçues pour se fondre dans l'environnement. Ce qui est incroyable, c'est que cette version correspond au témoignage de personnes affirmant avoir été enlevées par des extraterrestres à bord d'ovnis et emmenées à une base souterraine mystérieuse. Les otages ont été amenés dans des endroits qu'ils ont assuré être des installations souterraines. Plusieurs otages ont aussi affirmé que leurs ravisseurs avaient l'aspect de personnel militaire américain. Et puis, il y a aussi ceux qui sont convaincus que l'armée développe cette technologie pour défendre l'humanité contre une invasion extraterrestre. Je ne crois pas que le gouvernement ou l'armée ait quoi que ce soit à craindre de la part de qui que ce soit sur cette planète. La véritable menace vient de quelque part en dehors de ce monde. D'autres sont d'avis que le gouvernement cherche uniquement à se protéger lui-même. Ils se sont mis à infiltrer les organisations de recherche sur les ovnis. Ils ont commencé à espionner les chercheurs. Ils ont diffusé de fausses informations pour brouiller les pistes. Ils ont activement encouragé une politique visant à couvrir de ridicule toute personne affirmant avoir vu des ovnis. Mais les gens qui voient des ovnis ne sont pas fous du tout. C'est juste le prisme par lequel on voit ces nouvelles à l'heure actuelle. Le gouvernement a fait un excellent travail de brouillage des pistes. Tous ces témoignages d'objets volants au-dessus de la zone 51 sont faciles à expliquer. Ils voient des objets volants dans le ciel, c'est un fait. La recherche continue et ils pilotent tout depuis l'ingénierie inversée jusqu'aux appareils extraterrestres qui vont et viennent. Ces gens ne sont pas fous. Ils voient vraiment des trucs volés. C'est une installation souterraine militaire aux dimensions énormes. Certains de mes amis qui ont visité les lieux disent que c'est réellement un bâtiment de 40 étages sous terre. Énorme. Si les ovnis existent bien, le gouvernement a sûrement de bonnes raisons d'éviter la panique et pour que la société ne réagisse pas de façon excessive face à cette situation. Probablement, le gouvernement est-il au courant de l'existence des ovnis depuis les années 40 et 50. Durant cette période, il y avait une grande hystérie anticommuniste à propos des affaires du monde. En introduisant la notion d'OVNI, on aurait risqué une hystérie de masse. Et ce sont alors les fondements même de notre société qui auraient été ébranlés. Ils essayent de dissimuler ces événements. Ils traitent le public comme s'il ne méritait pas la moindre attention. Ils ont des appareils dans des caisses qui pourraient servir au bien de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent aux façons d'utiliser cette technologie pour fabriquer une arme. Mais s'ils tiennent réellement à évoluer, ils devraient commencer par partager cette information afin que tout le monde puisse participer à son amélioration et à son application. Bob Lazar est absolument ferme dans ses propos. Lors d'une interview récente, il aurait affirmé
Je suis absolument certain de ce que j'ai vu. Je sais où en est la science traditionnelle et la physique. Et j'affirme qu'il s'agit d'un appareil extraterrestre. Cette technologie a des centaines et des centaines d'années d'avance sur la nôtre. Un point, c'est tout. Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont pu le voir de leurs yeux, la question reste, existe-t-il des preuves irréfutables qu'une technologie venue d'ailleurs est en train d'être testée et utilisée dans la zone 51 ? Est-il possible qu'enfoui dans le sous-sol du désert, au-delà du cordon de sécurité le plus efficace de l'histoire, il existe une preuve de l'existence d'une vie dans d'autres mondes ? Si cette preuve y existe, elle soulève une autre question encore plus cruciale. Le monde pourrait-il devenir un monde meilleur si cette incroyable information était divulguée et si l'inconnu devenait l'inimaginable ? Avant-garde, ici Blackjack 6. Missile calé sur cible Skynet. Temps avant impact, 11 secondes. Combat engagé. Danger imminent.